Il y a quelques mois, le congrès de l'Association mondiale de psychanalyse avait pour thème « Tout le monde est fou ». Cette fois, c'est le musée du Louvre qui consacre une magnifique exposition aux figures du fou, du Moyen-Âge au romantique. Elle présente plus de 300 œuvres et ouvrages d'art consacrés à cette figure. Donc une exposition que nous vous invitons à visiter dans le hall Napoléon du Louvre jusqu'au 3 février 2025. Alors, fou d'hier, fou d'aujourd'hui, quelle représentation du fou du XIIIe au XIXe siècle? Et qu'est-ce que cela dit de la place et de la fonction du fou dans la société moderne? Alors pour présenter l'exposition et en discuter, nous avons la grande chance d'accueillir aujourd'hui Pierre-Yves Le Pogam, l'un des deux commissaires de l'exposition. Ce sera notre divan dans le monde. Puis, pour notre rubrique Actualité de la psychanalyse, nous accueillerons Cécilia Naranjo, qui commentera pour nous la citation de Jacques Lacan « Le fou, c'est l'homme libre ». Pierre-Yves Le Pogam, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Alors, vous êtes conservateur général au département des sculptures du musée du Louvre et commissaire avec Elisabeth Antoine Koenig de la remarquable exposition Figures du fou. Vous avez tous deux également dirigé le catalogue de l'exposition, édité chez Gallimard, dont les textes sont foisonnants et passionnants. Et vous êtes également l'auteur de nombreux travaux et ouvrages que je ne peux absolument pas tous citer. Mais je mentionnerai La sculpture à la lettre, paru en 2008 aux éditions Officina Libraria, et La sculpture gothique, paru en 2020 aux éditions Azan, et qui a reçu le prix Augustin Thierry de l'Académie française en 2021. Alors, l'exposition Figures du fou ne traite pas la folie sur son versant de pathologie, qui apparaît bien plus tard d'ailleurs, et c'est bien ce qui nous a intéressés à Studio Lacan. Elle révèle plutôt, cette exposition, la multiplicité de ces figures du fou, fascinantes, troublantes, voire choquantes, toujours subversives, et interroge leur rôle, variable au fil du temps, qui relève de l'inversion des valeurs et de la critique sociale, invitant à la réflexion sur l'ordre du monde. Le parcours de l'exposition est structuré avec une grande logique, situant de façon très lisible les évolutions historiques et iconographiques de cette figure. Et votre enquête commence par isoler les premières figures de la folie dans les marginalia, c'est-à-dire les illustrations dans les marges des textes, sous la forme, vous repérez cette espèce de précurseur du fou sous la forme de créatures hybrides, parfois irrévérencieuses. La folie, en effet, est d'emblée marginale, et elle s'exprime d'abord au regard de Dieu, cette marge. Mais déjà sous des formes un peu contrastées entre rejet et adoration de Dieu. Pouvez-vous un peu évoquer pour nous ces deux figures et les distinguer ? Alors, rejet, c'est sûr, et fascination aussi. Vous avez tout à fait situé les choses. Dans les marges des manuscrits, ce qu'on peut appeler les marginalia, pour employer le mot latin, mais voilà, disons les marges des manuscrits, apparaissent très tôt, alors disons à l'époque romane, même auparavant, des figures un peu grotesques, un peu hybrides, mais qui sont au fond simplement la marque de l'opposition entre Dieu créateur ordonné et puis un monde foisonnant, un peu irrévérencieux, qui échappe pratiquement à l'ordre voulu par Dieu. Voilà, à l'ordre du texte aussi, et à l'ordre du texte, exactement. Mais ce qui se passe ensuite, et qui nous touche directement, c'est le fait qu'apparaît aussi
à l'intérieur de ces monstres ou êtres un peu hybrides ou encore personnages un peu comiques, il y a une figure plus spécifique qui apparaît, qui est la figure de l'insensé. Et ça, c'est très important parce que c'est là que naît au fond la figuration du fou au Moyen-Âge, en tout cas. Ça n'existe pas auparavant. Je veux dire, il y a eu des figurations d'un type différent dans l'Antiquité, mais là, il y a une rupture complète. Et disons, surtout au XIIe et encore plus au XIIIe siècle, donc au moment de la grande époque gothique, on voit apparaître donc dans ces marges des manuscrits une figure qui est l'insensé. Donc j'ai pas dit le fou, je dis l'insensé. Pourquoi ? Parce que c'est lié à un verset d'un psaume qui est répété. Vous savez, au Moyen-Âge, on répète beaucoup les choses. Et dans ce psaume, on dit « L'insensé a dit ». Il n'y a pas de Dieu. Alors voilà, donc tout de suite, c'est ça la folie au Moyen-Âge, c'est celui qui refuse Dieu, c'est l'incroyant, c'est même l'athée, on pourrait dire. On dit souvent, on a dit qu'il n'y avait pas d'athéisme au Moyen-Âge. En fait, si, d'une certaine manière, puisqu'en tout cas on en parle, on dit en tout cas c'est terrible. Et cet athée, ou celui qui refuse Dieu, on va le caractériser peu à peu. Au fond, au départ, il ressemble en quelque sorte à celui qu'on appellerait, nous, le pauvre fou, le malade mental qui est rejeté, malade mental ou SDF, qui est rejeté de la société, qui erre dans les rues, qui est en haillons parce qu'il est pauvre, parce qu'il est seul. Et ça, on le voit représenté de manière de plus en plus fréquente, mais il va peu à peu, et ça c'est vraiment le fil rouge de notre exposition, ce personnage du psaume, qui au départ donc est un marginal vraiment repoussé, les chiens lui aboient après, devient peu à peu une figure plus complexe encore, et qui reçoit des attributs qui le définissent comme un fou plus complexe au service de la cour, de la ville, etc., qui déroule en fait le reste de notre exposition. Et puis il y a le fou de Dieu, au contraire. Alors, il y a aussi le fou de Dieu, et ça, c'est très important aussi, parce que dans cette première partie, on montre que, comme toujours dans la folie, mais je parle sous votre contrôle, ou en tout cas dans la figure du fou que nous connaissons mieux, les choses s'inversent. C'est-à-dire que le fou, a priori, est celui qu'on méprise, qu'on rejette, etc. Oui, mais dès l'Écriture sainte, dès la Bible, dès l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on dit, attention, oui, la sagesse, c'est très important, mais qu'est-ce que la sagesse ? Est-ce que la sagesse n'est pas le contraire de ce qu'on croit être sage ? C'est-à-dire que peut-être la sagesse est très bien, mais les hommes se trompent souvent. Et par conséquent, il faut souvent inverser les valeurs. C'est ce que nous dit déjà l'Ancien Testament, mais surtout le Nouveau Testament, à travers les écrits de Saint Paul, qui dit très clairement ce qui est sagesse aux yeux de Dieu est folie aux yeux des hommes, et vice-versa. Donc il y a quelque chose qui se passe il y a un miroir. Là, il y a une figure qui est très importante pour nous, un objet, c'est le miroir. Quand on regarde dans le miroir, on est à l'envers. Eh bien, le fou, c'est ça qu'il fait. Il se regarde dans un miroir et du coup, tout s'inverse. Et du coup, le fou de Dieu, expression qui aujourd'hui a malheureusement une valeur terriblement tragique, négative mais tragique, en fait au Moyen-Âge a une valeur positive parce qu'un certain nombre de personnes se sont pris au jeu, j'allais dire, d'aller jusqu'au bout de ce que dit Saint Paul, et ce sont des saints en réalité, ce sont des personnages qui ont dit puisqu'il faut inverser les valeurs, alors, puisque la richesse, le pouvoir sont les valeurs de ce monde, je dois inverser tout ça. Et je me fais pauvre, par exemple. Alors, c'est une des figures, on a pris la figure de Saint François d'Assise, qui est le plus représentatif pour le Moyen-Âge, et qui justement se situe à cette période charnière du début du XIIIe siècle, vous voyez, qui ouvre l'époque gothique. Et il est le représentant de cette inversion, lui qui naît dans un milieu riche, fils d'un marchand de vêtements, de draps, il se met tout nu, voilà, pour quand il abandonne son père, il rejette son père. Il s'identifie au Christ, Il s'identifie au Christ, tout simplement. Donc et le Christ lui-même, le Christ inverse les valeurs. Donc c'est ce que fait Saint François. Bien. Bon, merci. Dans la salle suivante, finalement, si on suit l'exposition, le fou, c'est aussi donc le fou d'amour. Alors, nous avons été retenus, moi j'ai beaucoup aimé cette sculpture, cette statue d'Aristote et Phyllis, figurant donc le maître en sagesse se laissant dominer par son aimé. Bon, il y a la question, il y a deux questions finalement, peut-être, la question du pouvoir féminin sur l'homme qui est posée, et en même temps, voilà, il y a cette savoureuse main sur la fesse qui ajoute une tonalité luxurieuse. Alors, on se demandait où est le fou ?
Est-ce que c'est la situation elle-même qui est folle, avec ce dévoilement d'une certaine obscénité? Enfin, voilà. Alors, l'amour est positif au Moyen-Âge. Vous voyez, on a parlé de l'amour de Dieu, donc c'est très positif. Mais le Moyen-Âge, comme toute époque, est complexe. Voilà, le Moyen-Âge n'existe pas. Quand aurait dit Le Goff, il faut parler de plusieurs Moyen-Âge. Là, on est déjà à la fin du Moyen-Âge, on est vers 1400. Bon. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'amour peut être positif, mais il peut être aussi négatif. Donc, quand il est mal maîtrisé, au fond, ce dont parlent beaucoup à ce moment-là les œuvres que nous montrons, c'est quelque chose qui est de l'ordre du moralisme, pas de la morale, mais du moralisme. Et le Moyen-Âge est assez moraliste, hein, et en tout cas, c'est évidemment une vision sociale. C'est pas dans l'Évangile, mais c'est la vision sociale. En gros, il faut aimer son mari, il faut respecter la loi, il faut pas aller. Et finalement, les vieux barbons qui volent des jeunes filles, c'est bien fait pour eux si après elles se moquent d'eux. Voilà, ce sont des choses très terre à terre, très satiriques, et où la luxure, si vous voulez, est mise en valeur. Et là, on est toujours dans le paradoxe. Avec le fou, on est toujours dans l'idée du paradoxe. Parce que, normalement, évidemment, on est censé s'en détourner. C'est évidemment, on montre que... voilà, on montre il y a des scènes tout à fait... C'est l'époque de l'amour courtois. C'est l'époque de l'amour courtois, mais voilà, qu'on est en train d'inverser, là. Parce qu'on est en train de dire, attention, l'amour courtois, il est plus très courtois, là. On est en train de mettre... Voilà. Pointe que derrière... Voilà, il y a des réalités très concrètes. Mais... en même temps, on peut se dire qu'il y a une complaisance, évidemment, pour ces scènes, puisqu'on les met en valeur de manière extrêmement détaillée, claire, et avec une grande abondance, que permet aussi l'estampe. Et parce qu'on là, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, et à partir de là, apparaît évidemment toute l'idée de la diffusion des œuvres par le biais de l'imprimerie, donc gravure, livre imprimé, livre avec images, etc. Donc une nouvelle diffusion de ces images qui est tout à fait nouvelle. Il y a une tapisserie notamment qui est projetée dont vous parliez, avec un fou central. Ouais. Oui, on a aussi beaucoup de tapisseries à ce moment-là, qui sont des œuvres qui coûtent extrêmement cher et qui sont importantes. Et on voit dedans quelque chose qui est assez étonnant. C'est un fou qui est en train de danser au milieu de la scène. Donc il est en plein cœur de la tapisserie, même si c'est une tapisserie très foisonnante. Et le reste est occupé par des hommes sauvages, des hommes et des femmes sauvages. Ce qui est un autre thème très important à l'époque, mais on a des questions sur cette œuvre, on la montre parce qu'elle est extraordinaire. Elle met probablement en scène une sorte d'opposition entre l'homme sauvage, qui est une sorte d'homme préhistorique, si vous voulez, avant l'heure. Et voilà, on voit les poils, qui est une construction mythique du Moyen-Âge. On pensait que c'était un être sauvage qui vivait dans les forêts. Donc ça, c'est là le monde de la nature, si vous voulez. Et en ville, il y a le fou. Donc on voit une sorte de gémelléité, si je puis dire, entre l'homme sauvage et le fou, qui sont tous les deux un peu sauvages, si vous voulez, mais l'un est plutôt à la campagne ou dans la nature même, et l'autre est en ville. Et donc par rapport à l'amour, le fou, les représentations du fou, souvent quand même le mettent en position de révéler la luxure derrière, la galanterie, la courtoisie, et jusqu'à en devenir un symbole même de la luxure. C'est ça, il est à la fois, encore une fois, il est à la fois un dénonciateur éventuellement de la luxure, et en même temps il est lui-même l'instrument de cette luxure. Donc c'est très ambigu comme toujours. Il y a les deux, on a des œuvres très variées, mais on voit les deux absolument. Ouais. Alors, on progresse dans l'exposition ensemble. Donc, la salle suivante passe ensuite au fou de cour. Donc, à distinguer du fou naturel, qui serait l'idiot, le simple d'esprit. Et c'est l'apparition, à ce moment-là, de la figure du bouffon, qui est un espèce de fou professionnel recruté pour distraire la noblesse. Mais l'exposition montre que leur rôle va aussi au-delà de ce pur divertissement, comme le montre, par exemple, Triboulet, Bouffon servant à la cour de François Ier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur fonction à cette époque où ils sont au cœur du pouvoir, quand même ? Alors, c'est complexe parce que les textes là-dessus, en France en tout cas, sont peu nombreux. Donc, c'est ma collègue qui a beaucoup travaillé, mais moi aussi, justement sur Triboulet qu'on voit ici, qui est le premier Triboulet, qui est celui qui servait le roi René d'Anjou et non pas François Ier, parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont succédés. Et donc, on connaît peu de textes, mais justement, à partir de ce Triboulet-là, celui de René d'Anjou, qui vit en gros au milieu du XVe siècle, on voit apparaître une chose extraordinaire. Ce que vous avez souligné, c'est que au départ, en réalité, ces fous de cour sont des fous naturels, justement, donc peut-être des infirmes,
peut-être, on sait peu de choses, mais représenter un peu microcéphale. Voilà, ils ont des problèmes physiques et ou mentaux pour peu qu'on puisse comprendre ou deviner par les quelques bribes de texte ou de connaissances qu'on peut avoir. Donc mais, on se moque d'eux. Voilà, on se moque d'eux. Et peu à peu, évidemment, il y a une inversion qui se passe. C'est eux, évidemment, qui se moquent de la cour et qui deviennent des gens très brillants. Et le Triboulet qu'on montrait là à l'instant à l'écran, donc qui est celui qui est le serviteur de René d'Anjou, qu'il sert pendant toute sa vie, il est incroyable parce que si on est... C'est une reconstruction assez complexe, mais si on est d'accord avec ce que je propose, mais à la suite de plusieurs grands spécialistes, de la littérature notamment, c'est un poète lui-même, donc c'est quelqu'un en fait extrêmement cultivé, qui avait peut-être des problèmes physiques au départ, mais qui était en fait intellectuellement tout à fait bien armé. C'est un poète et un homme de théâtre surtout, et il serait l'auteur de nombreuses pièces célèbres, dont la farce de Maître Patelin, qui est une sorte d'ancêtre de toute la comédie, voilà, qu'on connaît encore. Donc c'est quand même un personnage très passionnant et on voit bien que là naît, mais c'est par hasard, René d'Anjou, vous savez, c'était un roi d'opérette, si j'ose dire, parce qu'il était roi de Jérusalem, mais en fait il n'avait jamais été à Jérusalem, mais bon, ceci dit, c'était quelqu'un de très puissant en France, mais il était en même temps très lié à la Provence et lié à Naples, dont il était roi là aussi fictivement, sans y être jamais allé. Et du coup, on voit l'influence de l'Italie. Probablement, c'est la péninsule italienne qui a la première mis en place ce système de bouffons plus intellectuels, plus parfois diplomates, plus stratégie politique. Oui, exactement, et qui sont vraiment au service de la royauté. Et qui ne sont pas seulement des phénomènes qu'on montrerait, mais au contraire des gens qui ont vraiment un... Qui concentrent au fond aussi du pouvoir eux-mêmes. Qui sont même des fois, parfois, effectivement, des gens importants dans le pouvoir, sur lesquels les intrigues vont pouvoir tourner, etc. Il y a notamment l'idée d'une accessibilité ou d'une accession au divin, enfin quelque chose... Alors, il y a ça aussi, mais probablement lié à ceux qui sont simples d'esprit. Parce que, voilà, encore une fois, l'ambiguïté se poursuit, même au long de la période moderne. On a encore un certain nombre de fous de cour qui sont peut-être des malades mentaux, disons-le, ou des gens qui ont un certain nombre de problèmes, ou une certaine simplicité d'esprit, pour le dire autrement. Et là, on voit effectivement qu'on leur attribue un certain nombre de pouvoirs, notamment prophétiques. Hein, puisque, voilà, ils peuvent dire des paroles un peu étranges, mais qui ont une force aussi, vous voyez, dans tel ou tel contexte. En tout cas, ils sont complètement au cœur du pouvoir quand ils sont à la cour, au point que vous montrez notamment une œuvre très intéressante que ceux qui incarnent le plus le pouvoir peuvent s'identifier aux fous. Je pense au casque de l'empereur Maximilien, où il est censé se représenter lui-même, en tout cas, et qu'il offre à son allié Henri VIII sous forme de fou. Enfin, tout à fait, oui. Alors, les rois eux-mêmes ont été fous parfois, mais ça, sous la forme de la maladie mentale, mais évidemment, on ne le représentait pas. Mais de temps en temps, et là, on voit effectivement à l'écran ce qu'on appelle l'armèse, mais en fait, c'était d'ailleurs donc le casque d'Henri VIII qui lui a été offert par Maximilien. Et effectivement, c'est un casque de fou. Enfin, donc, on a d'autres montations, d'ailleurs. Là, c'est un des rares éléments qui subsistent, mais de temps en temps, on pouvait se déguiser en fou, y compris quand on est roi. Donc là, on a vraiment l'inversion des valeurs. Une certaine autodérision. Alors, quand, évidemment, on choisissait, et avec Henri VIII, il valait mieux qu'il soit de bonne humeur, puisque sinon, c'était vous. Mais on le sait, puisque Henri VIII, là, on a un très beau texte aussi dans le catalogue, on sait qu'Henri VIII, de temps en temps, laissait dire à son fou des choses incroyables qui, à toute autre personne, auraient coûté la vie sur le champ. Donc, voilà, on voit vraiment la possibilité d'une parole libérée, malheureusement dans un contexte qui quand même était très circonscrit quand même, et pas facile non plus. Ouais. Bon. Alors je passe à la salle 4. Bon, effectivement, au Moyen-Âge, faire le fou fait partie de la liturgie des offices. Ça, c'est Claude Gauvard, historienne, qui a écrit un texte dans ce magnifique catalogue sous le titre « Le fou dans la société » qui nous en parle. Alors, on peut bien faire le fou lors de fêtes, par exemple, mais alors avec une spécificité, c'est que le désordre n'est qu'apparent. Tout ça est très organisé, codifié même. On joue notamment des inversions, si j'ai bien compris, hommes, femmes, clercs, laïcs et d'autres, jusqu'à ce que ce soit interdit quand même, parce que ces manifestations burlesques, comme elle dit, sentent le paganisme. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de vous demander...
Mais c'est dans la suite de ce qu'on vient de se dire aussi. À cette époque, folie et fou avaient donc une fonction sociale vraiment très spécifique. Comment on pourrait saisir ça? C'est complexe, mais en gros, et ça a été dit depuis longtemps, pour le carnaval notamment, le charivari, tous ces événements-là, et la fête des fous, on va dire, ou les fêtes des fous, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, on peut appeler ça fête de l'âne, fête des fous, fête des innocents, souvent il y a plusieurs noms. Mais ça apparaît souvent à la même période de l'année, un peu la période où nous sommes là maintenant, à la fin de décembre et surtout début janvier, en gros autour des fêtes de Noël. Donc autour des fêtes des enfants, vous voyez, l'enfant Dieu qui est un innocent dans tous les sens du terme, un pauvre innocent, si je puis dire. Eh bien, on a toujours dit que, au fond, ces fêtes, celles qui se font aussi dans le carnaval, qui sont donc après, ont une fonction sociale très simple. C'est comme une sorte de soupape de sécurité. Au fond, voilà. Et c'est vrai, je veux dire, on peut pas remettre en cause cette idée-là. Mais toute la question, et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Enfin, moi, je pense que notre exposition apporte beaucoup, mais on a encore vraiment des choses à penser et à analyser encore mieux. En fait, on est encore assez dépourvu sur les fêtes des fous. Enfin, on connaît, il y a des thèses entières et passionnantes sur le sujet, mais par exemple, ce sont des événements très sérieux. Une collègue qui a fait la notice, par exemple, du manuscrit qui est très célèbre, qui est le manuscrit de Sens, où on donne l'office de la fête de l'âne. Eh bien, elle a une interprétation, et je la cite, c'est intéressant, elle dit, mais au fond, c'est très très sérieux. Bon, oui, certes, il y a ce chant de l'âne, avec quand même i-an à la fin, mais c'est tout, le reste, c'est très sérieux. C'est vrai, mais inversement, on peut dire, il y a d'autres textes que cite ma collègue Elisabeth Antoine dans le catalogue, qui montrent quand même qu'on se jetait des choses à la figure, qu'on faisait brûler des choses qui avaient des mauvaises odeurs. Enfin, il y a un côté farce et attrape, si vous voulez aussi. Donc, comment analyser ça? Est-ce que c'est juste une dimension grand guignolesque en quelque sorte, mais effectivement qui figure très peu? Ou est-ce que c'est une vraie remise en cause du pouvoir? Ça dépend, je veux dire, j'ai pas de réponse définitive. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que ces phénomènes sont constants à la fin du Moyen-Âge, et la remise en cause que vous citiez à l'instant, elle intervient quand même assez tard. Elle intervient au XVIe et surtout au XVIIe siècle, c'est-à-dire en fait au moment où la contre-réforme d'un côté et le pouvoir absolu de l'autre, en France en tout cas, disent il y en a assez de ces manifestations drôlatiques, aussi bien dans les églises que dans les rues des villes. Donc voilà. Il y a un moment terrible dans l'église du schisme. Voilà, on dit stop à tout ça parce que il y a des affaires plus sérieuses. Voilà, il y a des affaires plus sérieuses à régler, et on nous reproche à l'Église, en quelque sorte, de laisser faire des choses, des mascarades. Mais c'est assez tard, tout ça. Pendant tout le Moyen-Âge, ça se poursuit. Mais vous voyez, comprendre la nature même de ces cérémonies reste encore compliqué. Parce que, par exemple, on n'a aucune représentation, je souligne ça, on montre énormément d'œuvres, mais vous voyez, on n'a aucune représentation d'une fête des fous, au sens celle qui se passait dans les églises. Aucune représentation médiévale. Il y a rien. La fête de l'âne, la fête des fous, la fête des innocents, il n'y a rien. On a des textes, on n'a pas de représentation. Alors, est-ce que c'est parce que le clergé contrôlait tout? Non, peut-être pas, mais comme par hasard, on n'a pas de représentation, ce qui est quand même assez étonnant. Voilà. En tout cas, l'idée que par le divertissement, dans quelque chose de très codé, on a un organe qui permet de maintenir quand même l'équilibre social. La hiérarchie est maintenue. Voilà. Elle est inversée. Une journée, vous voyez, en gros, ce qui se passait, c'est quand même la hiérarchie était complètement remise en cause. Une journée, mais une journée sur 365, voilà, ça laissait quand même beaucoup de marge de manœuvre. De faire semblant, quand même. Oui. Sans que ça n'ait de conséquences. Voilà, enfin, ça avait des conséquences très concrètes dans la journée, mais le reste du temps, non. On reprenait le pouvoir, chacun on rendait ses attributs après. Alors, ensuite, il y a une séquence, alors je ne sais plus exactement comment s'appelle la salle, j'ai noté Fou partout. Le Fou partout. Voilà. C'est ça. Oui. Là, c'est le fou dans son âge d'or, si on peut dire, c'est-à-dire à la Renaissance, à la bascule du XVIe siècle, où cette figure devient omniprésente. On pense à Bosch, on pense à Bruegel. Et pouvez-vous nous expliquer un peu ce moment particulier où cette figure se popularise et modifie aussi sa propre
propre iconographie. Après les ouvrages de Sébastien Brandt et d'Erasme, respectivement La Nef des Fous et L'Éloge de la Folie, qui ont eu à l'époque un énorme succès. Alors là, c'est fondamental, vous le dites très justement, et j'aime beaucoup, enfin, vous avez cité le titre de votre congrès qui était quelque chose comme Tout le monde est fou. Enfin, c'est drôle. Nous, on a, voilà, moi, c'est peut-être moi qui avais trouvé ça, puisque je me suis occupé de cette section. Pour moi, c'est le fou partout. Voilà, donc c'est pareil, le fou est partout à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est le fait que déjà, il y a vers 1450, on va dire, donc à la fin du Moyen-Âge, il se passe quelque chose qui est tout bête, qui est l'imprimerie quand même. Encore une fois, la gravure d'abord, puis l'imprimerie, qui permettent cette diffusion incroyable des textes et des images. avant même les textes, hein, avant même les textes, ou en même temps que les textes. Donc cette diffusion de la parole et de l'image. Et les deux ouvrages que vous avez cités sont assez extraordinaires pour ça, parce que ils sont à la fois proches, ils ont un effet incroyable l'un et l'autre, mais différents, puisque le premier, celui de Brandt, donc qui paraît en 1494, est un ouvrage illustré et un ouvrage en langue vulgaire déjà, parce qu'il l'écrit en allemand d'abord, et chaque chapitre commence par une gravure qui est d'ailleurs possiblement par Dürer, le jeune Dürer et d'autres graveurs, mais en tout cas donc des œuvres de grande qualité et d'un grand impact visuel. Et donc, même les gens qui ne savaient pas lire, d'abord on lisait chacun, on écoutait à la veillée ce qu'on racontait. Donc les gens avaient connaissance, c'était des poèmes en plus, donc c'était lu. Mais il y a une image, vous voyez, donc ça frappe beaucoup. Et inversement, le texte d'Erasme, qui n'a pas du tout le même sens, qui est un texte qui vient 15 ans après, environ, au début du XVIe siècle, le texte d'Erasme s'adresse à une petite élite. Et au fond, d'abord, il ne pensait pas être publié. Au début, c'est un texte qu'il envoie à son ami Thomas More, qui est donc qui va être le chancelier d'Angleterre, d'Henri VIII, justement. Et là, c'est un texte beaucoup plus confidentiel. Oui. Mais le problème, c'est que lui aussi a un succès incroyable. Donc, finalement, il le publie à la demande de ses amis. Bon, là, il y a aussi peut-être un petit côté un peu fausse modestie d'Erasme, mais il le publie finalement. Et c'est vrai que là, par contre, le succès le dépasse. Parce qu'il ne s'attendait pas à un succès. Erasme était un personnage fameux à l'époque, hein, mais ces ouvrages, quand même, vous voyez, la Bible polyglotte, tout le monde ne la lisait pas tous les jours. Donc, par contre, ça a eu un succès foudroyant. Pourquoi? Parce que Erasme avait fait attention, il prenait le masque de la folie, de même que Brandt avait pris la précaution de critiquer, mais par le biais du personnage du fou. Là, Erasme le fait juste avec des mots, il n'y a pas d'illustration, c'est un texte savant en latin avec des mots grecs, sauf que son texte est subversif lui aussi, et malgré le masque de la folie, l'Église n'a pas beaucoup apprécié, on l'a pas censuré tout de suite, mais il va être censuré ensuite, hein, il va être mis à l'index, son ouvrage, et là aussi, il y a un succès énorme. Et si vous voulez, donc, le personnage du fou, que ce soit par Brandt ou par Erasme, il a peu à peu, à la fin du Moyen-Âge, accumuler sur lui toutes ces valeurs dont on a parlé successivement, c'est-à-dire dénonciateur au fond de tous les travers de la société, que ce soit surtout des travers moraux au départ individuels comme la luxure, la proté au gain aussi, etc. Mais peu à peu, il prend une valeur universelle au fond, c'est ça, que ce soit chez Brandt et Erasme, et au fond, il permet à l'homme de cette période-là, vers 1500, qui est une période de crise totale, de s'identifier, puis se dit, on est en moment de crise totale, je ne crois plus dans le pouvoir, on ne pouvait pas le dire, mais je ne crois plus trop en l'Église, parce qu'elle est vraiment pas... Donc, qu'est-ce qui me reste? Il reste la folie. Et donc, tout le monde peut s'identifier à ça. Voilà pourquoi ça devient un personnage central. C'est le chaos de l'époque. Voilà, c'est le chaos de l'époque. Le fou est donc partout. Le fou est partout, et c'est ce qu'on dit dans l'exposition, il est tellement partout qu'à la fin, finalement, on n'a plus tellement besoin de lui. Parce que c'est la société. Alors justement, on se demandait, parce qu'entre la salle 5 et la salle 6, dont va parler Anne à l'instant, là, on constate un temps d'arrêt finalement après cet envahissement là, protéiforme du fou partout dans toutes les couches de la société. Au contraire, il y a un temps sans cette représentation avant la résurgence de ce thème au 19e, fin 18e, début 19e. Est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce qui arrête ça? Alors, c'est une thèse qu'on défend dans cette exposition. Bien entendu, il faudrait la nuancer, il faut la justifier, mais en gros, ce qui arrête très clairement, c'est j'ai dit que ce qui était en cause, au fond, c'est le pouvoir, que ce soit le pouvoir laïque,
la royauté, l'empire, etc., ou le pouvoir ecclésiastique, l'Église, la papauté, les évêques. Ça. Bon, dans les deux cas, ils réagissent. D'abord parce qu'il y a la réforme, au sens propre du terme, c'est-à-dire les réformés, Luther, Calvin, etc., qui font éclater l'Église d'un côté. Puis de l'autre, dans les pouvoirs laïques, il y a quand même des révoltes, il y a des... Voilà. Et dans les deux cas, il y a des réactions qui sont très fortes, qui sont, pour le côté religieux, la contre-réforme catholique, qui d'ailleurs vaut aussi dans la réforme elle-même, parce que les réformés eux-mêmes vont mettre au pas leur propre... vous voyez, les anabaptistes, par exemple, qui se font évidemment massacrer par Luther. Hein. Bref. Donc, le pouvoir réagit du côté religieux, mais aussi du côté laïque, évidemment, et notamment, on arrive à l'avènement des grandes monarchies absolues, qui n'existaient pas encore. Enfin, à la fin du Moyen-Âge, on voit peu à peu une centralisation des royautés, mais évidemment, c'est à la période classique, 16e et surtout 17e siècle, en France notamment, on voit ce pouvoir monarchique qui absorbe en lui, réunit en lui tout pouvoir. Eh bien, nous pensons que c'est pour ça qu'à ce moment-là, en France en tout cas, la figure du fou disparaît. Il n'y a plus de fou du roi, par exemple. Louis XIII a un fou encore. On n'en parle pas, on ne sait pas qui c'est. Enfin si, on sait qui c'est, mais il n'a aucune importance déjà. Et Louis XIV met fin à ça. Hein, donc c'est significatif pour nous. Pour rétablir peut-être quelque chose d'une autorité qui ne peut pas être... Sans contestation, cette fois-ci. Vous voyez, c'est ça qui est nouveau. Là, il n'y a plus de subversion possible. Alors en fait, la subversion existe toujours. Évidemment, elle va arriver par d'autres biais. Plus par cette figure-là. Mais plus par cette figure-là, voilà. Alors encore une fois, ça existe ailleurs, dans les Flandres, dans les Pays-Bas. La figure du fou continue plus longtemps à subsister, hein, et dans la culture populaire et dans la culture savante. Et même chose en Italie, en Espagne. Il y a la figure du bouffon, du nain aussi qui prend le relais dans les cours. Voilà, il y a des choses qui subsistent. Mais il y a quand même un moment d'arrêt qui est lié à l'absolutisme. Je vais parler de, en effet, la dernière salle, mais je voulais souligner quand même cette salle sur la nef du fou qui est organisée de manière très spécifique voilà, et qui permet de se sentir, sentir quelque chose. Embarqué sur la nef des fous, voilà. Oui, parce que c'est le texte de Sébastien Brandt. Hein. Sébastien Brandt dit, c'est l'introduction, dit bon, allez, on y va tous, allez, on embarque tous sur la nef des fous. Et donc, on rentre dans la nef des fous et on finit par le tableau du Louvre qui est la nef des fous. Bon, mais passons à la dernière salle. En effet, dans la dernière partie de l'exposition, finalement, avec Pinel, le fou devient le malade et l'asile devient un lieu, disons, à visée thérapeutique. Thérapeutique au sens large. C'est le temps de la recherche des causes médicales, c'est le temps aussi des premières classifications. Et donc, peut-être on peut essayer de se demander comment tout ça impacte l'iconographie de l'époque. Alors, si vous voulez, là, je me sens pas à l'aise parce que devant vous, évidemment, devant des spécialistes, j'ose à peine parler. J'ose à peine parler. Mais oui, les représentations, je les connais un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous a frappé, si vous voulez, en gros, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un double discours. Qu'il y a effectivement, on voit ici Goya et ensuite, voilà, va arriver Pinel. On voit une espèce de cristallisation. Pour reprendre le mot de Stendhal, qui est un contemporain non pas de ce qu'on voit là, encore que si quasiment, oui, si, il a pu connaître ce tableau, mais surtout de Pinel. Comme dit Stendhal parle de la cristallisation de l'amour, mais je dirais qu'il y a une cristallisation de la folie à la fin 18e, au début 19e, notamment en tant que perception de la maladie mentale, avec la nosographie, enfin que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Mais en même temps, et c'est ça qui nous intéressait, il nous a semblé qu'au moment même où la psychiatrie, pour le dire sur ce mot-là, même si je ne sais pas si c'est le bon mot qu'on pourrait utiliser, en même temps que la psychiatrie naît, eh bien, naît un intérêt nouveau pour ces figures du fou, ces figures au pluriel, médiévales et renaissance, qu'on confond allègrement, mais justement, le romantisme adore ces mélanges des genres, et donc on voit réapparaître un intérêt pour la folie médiévale, ou le fou médiéval, et notamment ce qu'on ne montrait pas jusqu'ici, à savoir la folie des rois. Et c'est ça qui nous a paru intéressant. Au moment même où il y a la restauration au sens politique du terme, on restaure les rois, on restaure aussi l'Église après la coupure révolutionnaire et impériale, celle de Napoléon. Bizarrement, on insiste quand même sur la folie des rois.
c'est quand même assez étrange, hein, comme s'il y avait une sorte de non-dit. Là, je parle de mais voilà. Et puis tout simplement, c'est pas du tout d'ailleurs. C'est quelque chose que la censure perçoit très bien, puisque Victor Hugo écrit, voilà, surtout le roi s'amuse. Et bon, bah, il est censuré le soir même. Donc on met en scène, vous savez, le roi s'amuse, c'est Triboulet, justement celui de François Ier, avec François Ier. Et François Ier est horrible avec son fou. Là, on voit que c'est pas le fou qui arrive à se jouer de son statut. Le fou est joué par sa position. Là, on est dans le social, par sa position finalement ambiguë, fausse. Il est à la fois un protégé, mais il ne peut pas protéger celle qui est sa fille. Et du coup, évidemment, François Ier séduit cette fille qui est son seul bien. Mais c'est terrible parce que finalement, Victor Hugo, c'est pas une très bonne pièce. Personnellement, je l'aime pas beaucoup, mais elle est quand même très forte, puisque la censure royale, le soir même, interdit la pièce. Donc on comprend très bien que quand même là, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient, ou même du conscient parfaitement, quand c'est Victor Hugo, qui est de s'adresser, de dire attention, là, on restaure des choses, et pourtant Victor Hugo, au départ, vous savez, était monarchiste, etc. Mais il y a quand même... voilà. Et plus encore, quand il aborde Notre-Dame de Paris et Quasimodo, là, il y a une réflexion qui est formidable chez Victor Hugo, parce que Victor Hugo, vous savez, était proche de personnes atteintes de folie, hein, si j'ose dire. Là aussi, mes mots sont maladroits. Vous savez, son frère, on connaît évidemment sa fille, mais on oublie souvent son frère, le jour de son mariage quand même. Son frère est enfermé. Et Victor Hugo ne traite pas vraiment la folie, mais il traite quand même la folie, puisque dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo, qui n'est pas fou du tout, qui est monstrueux parce que la nature, malheureusement, ne l'a pas aidé, mais qui est un être extrêmement intelligent et sensible, mais qui ne peut pas bien... C'est presque un homme sauvage, justement, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais il est élu roi des fous par la foule bête, par la foule. Et Victor Hugo a une vision extraordinaire. Il montre très bien que le monstrueux n'est pas le fou. Voilà. Et là, voilà, la couleur romantique beaucoup plus sombre, tragique, contrairement au Buffon, moqueur, irrévérencieux, qui fait des farces. Enfin, c'est très tragique. Ça prend une couleur tragique. Tout à fait. On a une fin d'exposition qui est effectivement noire, noir et rouge peut-être, noir et. Mais parce que on est effectivement dans le romantisme qui effectivement, vous voyez, revient au Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge fantasmé, rêvé, et sur lequel il projette effectivement ses peurs, ses angoisses, et aussi ses questionnements très légitimes. Merci beaucoup, Pierre-Yves Le Pogam. On aurait bien continué bien longtemps. On aimerait beaucoup visiter l'exposition avec vous comme guide. Ce serait sûrement passionnant. Merci beaucoup à vous. C'est maintenant l'heure de notre chronique « Actualité de la psychanalyse ». Bonjour Cécilia Naranjo, vous êtes psychiatre, vous exercez à Bruxelles et vous allez nous parler donc de cette fameuse citation de Jacques Lacan, « Le fou, c'est l'homme libre » et donc du souffle de la folie. Oui, tout à fait. Le fou, c'est l'homme libre. Alors c'est un énoncé pour le moins surprenant qu'on trouve dans le petit discours au psychiatre de Sainte-Anne, un discours que Lacan prononce en 1967. Surprenant à tel point que Jacques-Alain Miller, dans son intervention aux 13e journée de l'école de la cause freudienne, commence par se demander si c'est pas une boutade de la part de Lacan. Eh bien, il n'en est rien. Et selon Jacques-Alain Miller, c'est même à prendre très au sérieux. Il va jusqu'à dire que cet énoncé, c'est l'axiome même de l'expérience analytique des psychoses. Et que, faute de l'entendre, cette expérience nous resterait fermée à jamais. Alors, que devons-nous entendre dans cette articulation de la folie à la liberté ? Alors, d'abord, le côté paradoxal, le côté subversif, voire provoquant de cet énoncé, fait déjà en lui-même signe de son propos. La folie vient déranger l'ordre établi. Elle est ce qui se dresse contre une forme d'aliénation qui est propre à l'être parlant.
être libre, alors, c'est refuser l'aliénation au signifiant, c'est-à-dire à ce qui nous détermine, à l'ordre établi du monde. En ça, l'aliéné n'est pas celui qu'on croit. En effet, si Rousseau écrivait déjà « L'homme est né libre et partout il est dans les fers », ça c'est le promeneur solitaire, eh bien Jacques-Alain Miller précise « dans les fers du signifiant ». Sauf le fou, qui lui prend la liberté de refuser les identifications communes et l'ordre établi par le langage, donc l'ordre symbolique. Le fou refuse de troquer un bout de sa jouissance pour le signifiant. Et si cette dimension de liberté dans la folie, c'est la clé pour rentrer dans l'expérience analytique des psychoses, c'est parce que ce refus relève d'une décision, une insondable décision de l'être. La formule est de Lacan dans les propos sur la causalité psychique, en 1946 déjà. Une insondable décision de l'être que Miller reformule en un insaisissable consentement à la liberté. Une décision, donc, qui démontre une position subjective chez un sujet psychotique, plutôt qu'un déficit. Oui. Et par conséquent, tenir compte de cette liberté, c'est la seule façon de placer la psychose dans le registre de l'éthique. Et pour autant, avec cette thèse de la liberté de la folie, il ne s'agit pas pour autant, pour Lacan, d'en faire l'éloge, de faire l'éloge de la psychose. Ni de la psychose, ni de la liberté. Car c'est une liberté qui est un risque, parce qu'elle se paie au prix fort. Elle se paie, je cite Miller, toujours dans la leçon sur les psychoses, au prix de son âme, voire de la forme de son corps. Et par ailleurs, Lacan avertit son auditoire de ne pas se laisser étourdir au point d'ignorer que cette liberté prise quant au maître comme imposture, que cette désaliénation donc de l'ordre symbolique revient dans le réel pour celui qui l'apprend. Le maître revient dans le réel sous forme délirante ou sous forme... Sous forme des murs de l'asile. Voilà. Et revient donc persécuter le fou qu'il avait exclu du symbolique. Mais ce sur quoi insiste Lacan, c'est que la liberté de la folie, c'est en effet la seule thèse propre à distinguer les maladies neurologiques de la folie, à revers donc d'un discours de la science qui exclut la dimension de sujet de la folie et qui suppose à la folie une causalité organique plutôt qu'une causalité psychique. Mais finalement, démontrer cette prétendue causalité organique grâce au progrès de la science, mais ça reste encore aujourd'hui un rêve de scientiste, un délire. Et une nouvelle fois, n'est pas forcément fou celui qu'on pense. Oui, et en ce sens, le terme d'aliéné dans le langage courant est pour le moins significatif. Tout à fait. En effet, il a été attribué au fou, qui, à partir donc, du XVIIIe siècle, comme on vient de l'entendre, était perçu comme déficitaire et donc à mettre sous tutelle, à enfermer, puis comme malade, à soigner. Et sur ce point, j'ai trouvé que l'angle pris par l'exposition Figure du fou, à savoir ce choix non pas de décliner le versant pathologique du fou, mais plutôt d'interroger dans l'histoire de l'art qu'est-ce que représenter le fou dit des préoccupations humaines récurrentes au fil de l'histoire. Ce choix résonne pour nous les psychanalystes, parce qu'on découvre au fil de l'expo que c'est finalement qu'avec la naissance de la psychiatrie que les dits aliénés seront reclus, seront privés de liberté au nom de l'ordre public, puis qu'on va tenter de les rééduquer dans un tournant qui préfigure la dérive scientiste contre laquelle s'inscrit la psychanalyse, même si, bien évidemment, nous reconnaissons aussi la nécessité de la psychiatrie, bien entendu. Mais ici, l'expo déploie au contraire jusqu'à l'époque moderne
toutes les dimensions de subversion du fou qui à l'occasion, révèlent la folie de ses contemporains. Miller a écrit « La psychanalyse accompagne le sujet dans ce qu'il élève de protestation contre le malaise civilisationnel. » Et ça m'évoque notamment la place qui est faite dans votre exposition à la figure du fou comme bouffon. À la cour, c'est celui qui, en arborant la folie, vient dire au maître du pouvoir « Ne va pas t'y croire, souviens-toi que tu n'es pas libre ». Alors, en psychanalyse, le maître, c'est l'inconscient. Et la folie vient rappeler au maître sa servitude, son aliénation au signifiant. Et puis quelle folie finalement que de la part d'un sujet que de se croire maître en la demeure dans sa propre psyché. Alors un mot pour conclure. Oui, alors si cette expo invite à aller à la rencontre des fous, c'est cette même invitation, aller à la rencontre des fous, que faisait Jacques-Alain Miller dans Clinique ironique aux psychanalystes. Une invitation donc qui est à entendre comme un laisser-parler plutôt que comme un rééduquer et qui implique d'accepter que la cause est dans le sujet. Parce que la rééducation, elle, ne tient pas compte de l'irrésorbable du réel que la folie comporte et elle est incompatible avec cette liberté que le sujet choisit dans la psychose. Alors, pour finir, je retiendrai également de cette expo cet élément d'étymologie que j'ai trouvé dans votre catalogue, le terme follis, qui signifie souffle. Alors, il illustrait à l'origine la tête pleine de vent qu'on supposait au fou, mais on pourrait aussi y entendre la dimension du souffle créateur. Et peut-être qu'on pourrait prendre au mot cette folie, ce vent de liberté comme boussole pour la psychanalyse. Prêtez l'oreille au souffle créateur de chacune des solutions singulières que les sujets que nous recevons nous font entendre. Un grand merci, un immense merci à tous les deux pour cet échange. Nous espérons vous avoir donné envie d'aller visiter cette exposition qui, je le rappelle, donc est ouverte jusqu'au 3 février 2025. En attendant, Studio Lacan vous donne rendez-vous la semaine prochaine.